De l'ouverture de Wall Street et Grégory Volokin nous accompagne depuis New York en duplex. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services avec une semaine marquée par des chiffres de l'emploi. On aura le rapport global du Bureau des statistiques américains ce vendredi, mais on a toujours quelques jours avant ce rendez-vous les chiffres du secteur privé qui sont compilés par le cabinet ADP qui montrent, semble-t-il, que les créations d'emplois restent à un niveau solide pour le secteur privé. Absolument, 179 000, c'est un peu au-dessus des attentes. Et ce qui est assez amusant, anecdotiquement, c'est que c'est à peu près le chiffre qu'on attend aussi pour vendredi, 170 000 créations d'emplois. Donc ça serait la preuve que le marché de l'emploi continue à se comporter bien aux États-Unis. Et d'ailleurs, les commentaires des membres de la Fed ces derniers jours l'ont souligné. Et quand ils soulignent que le marché de l'emploi va bien, ils soulignent aussi que peut-être le meeting du mois de septembre pour la Réserve fédérale verra une hausse des taux. En tout cas, qu'il ne faut absolument pas l'éliminer de nos esprits. Et avant ce meeting du mois de septembre, il y a un rendez-vous sur lequel les investisseurs vont porter leur attention. C'est le grand rendez-vous qui se tient fin août dans le Wyoming, je crois, Grégory. Et Janet Yellen sera présente. Sa parole sera évidemment plus que jamais écoutée. Absolument. Elle sera cette année à Jackson Hole. Elle n'y était pas l'année dernière. Je peux déjà vous donner un scoop, elle ne dira certainement rien, vu que c'est vraiment le moment où il faut le mieux contrôler la parole de la Fed 2 semaines avant une réunion du comité monétaire. Ah, et pour vous, elle ne cherchera pas à envoyer un signal particulier alors? Mais écoutez, le seul signal qu'elle pourrait envoyer, c'est que puisque les marchés ne croient pas du tout à une hausse des taux, même cette année, ça serait d'avoir un discours assez dur, assez hawkish, en disant qu'une hausse des taux est possible. Mais c'est pas tellement dans son caractère, donc je pense qu'elle va continuer à louvoyer comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Bon, et puis quelques actualités là, très intéressantes. Du côté de Criteo, on suit Criteo, on se souvient côté fin 2013, je crois, au Nasdaq, une des rares entreprises françaises qui est directement allée se coter sur le marché américain, Grégory, qui a publié ses résultats. Que nous dit Criteo à travers sa publication et à travers les prévisions et les guidances, comme vous dites, que l'entreprise peut offrir au marché? Écoutez, c'est des résultats qui sont absolument brillants. Si vous regardez leur compte, ce qui n'est pas la chose la plus amusante à faire en ce moment, mais quand on regarde les comptes de Criteo, au contraire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une hausse des revenus de 36% par rapport à l'année dernière. On voit une hausse des profits de 240%. Bon, ils partaient de très bas au niveau des profits, mais c'est quand même une compagnie qui est de plus en plus profitable. Ils ont acquis pratiquement 1000 clients, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté leur base de clients en un trimestre de près de 10%. Donc c'est une compagnie où tout va très très bien. Alors maintenant, ça va être quoi la question? C'est comment est-ce que le marché va apprécier un tout petit point, la projection ou leur prévision sur le 3e trimestre. Ils attendent des revenus entre 170 000 et 174 000 et le consensus de millions bien sûr, et le consensus est ça, 174 millions,9. Alors est-ce que ces 900 000 $ en dessous du consensus sur le 3e trimestre va faire baisser le titre? Malheureusement, on en est un peu là avec les marchés actuels, la nervosité et puis surtout le fait que les investisseurs en général n'ont plus aucune conviction et qu'ils partent très rapidement à la moindre petite lueur de déception. Terrible, effectivement. Enfin, oui, niveau d'exigence ou comme vous le dites, peut-être aussi perte de repère d'une certaine manière de la part des investisseurs. Ça se joue à 900 000 $ près quasiment là. Oui, et puis d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'une compagnie comme Criteo est extrêmement exposée aux fluctuations du marché d'échange, que donc ces 900 000 $ peuvent être dus tout simplement à la force du dollar ou à la baisse de l'euro. Enfin, ça peut être des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec leur activité. Et puis un mot pour finir d'une acquisition, enfin d'une prise de participation qui semble stratégique sur le papier pour Time Warner, qui entre à hauteur de 10% au capital d'une plateforme de streaming vidéo qui s'appelle Hulu.
Oui, alors Hulu, c'est un peu le troisième larron de la bande, puisqu'on peut dire que le streaming vidéo en ce moment, c'est d'abord Netflix et après Amazon. Donc là, ils veulent se positionner dans une compagnie qui, en gros, fait concurrence aux deux leaders. Est-ce que c'est tellement intelligent? Peut-être que Time Warner aurait mieux fait de passer un accord massif avec Netflix ou avec Amazon. Mais là, en fait, ils prennent donc une participation capitalistique pour essayer de faire un peu redémarrer Hulu pour que Hulu gagne des parts de marché par rapport à leur compétition. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Il est 15h.